La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Abordez votre contrôle fiscal en toute sérénité. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Eming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous répondrons à vos questions pendant 10 à 15 minutes à la suite de la présentation. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Marianne Thibault, fiscaliste chez Eming. Bonjour Marianne. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Éric Quentin, associé du cabinet Hoche Avocat. Bonjour maître. Bonjour à tous. Et bien maintenant, passons au programme de ce webinaire. Dans un premier temps, nous vous présenterons les chiffres clés du contrôle fiscal CIR, les typologies de contrôle, et bien sûr, comment se préparer au mieux à un contrôle fiscal avec les principaux motifs de rectification que sont l'éligibilité des projets, les dépenses de personnel et les dépenses externalisées. Puis, vous pourrez poser toutes vos questions par la suite. Je laisse maintenant la parole à Marianne qui va nous présenter les chiffres du contrôle fiscal. Marianne, c'est à toi. Merci Delphine. En introduction, assez rapidement, vous le savez tous, le crédit d'impôt recherche, c'est un système fiscal, un dispositif fiscal qui est dit déclaratif, ce qui veut dire que la contrepartie au déclaratif, c'est que l'administration est légitime pour engager un contrôle fiscal pour venir vérifier la réalité des dépenses déclarées, et ce sur les 3 dernières années. Alors, on a observé depuis 2016, quelques petites tendances sur le nombre de contrôles et également sur le montant des rectifications de crédit d'impôt recherche. On voit que depuis 2016 et jusqu'en 2020, on a une tendance à la baisse un petit peu, que les contrôles fiscaux ils s'apaisent. Même si je vais prendre 2020 avec quelques petites pincettes, parce que vous le savez, 2020, ça a été une année très particulière avec la crise sanitaire, et que finalement, 2020, cette année, elle n'est pas forcément représentative de ce que l'on observe en 2021. En 2021, on voit quand même que le nombre de contrôles repart plutôt à la hausse, d'où la nécessité de bien sécuriser et justifier les montants de crédit d'impôt recherche déclarés pour aborder le contrôle fiscal s'il venait à se déclencher de la manière la plus sereine possible. Alors, une fois que je vous ai reposé un petit peu ce contexte-là avec les quelques tendances observées, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des différentes typologies de contrôle. Et Éric prend la main tout de suite avec le contrôle sur pièce. Merci Marianne. Alors oui, le contrôle est souvent souterrain en fait, c'est-à-dire qu'il démarre sans même que vous le sachiez. C'est-à-dire que l'administration fiscale procède à un examen des pièces qui ont pu être adressées, notamment des déclarations de crédit d'impôt recherche au cas particulier. Et puis elle peut, dans le cadre de cet examen, se dire est-ce qu'il n'y a pas des anomalies, des insuffisances, des omissions, des dissimulations. Et donc elle adresse une demande d'information ou des demandes d'information complémentaires aux contribuables pour lui demander des justificatifs. Alors, en matière de crédit d'impôt recherche, c'est assez fréquent, notamment pour obtenir des détails sur les dépenses de personnel, sur la qualification des chercheurs ou des techniciens de recherche, sur le nombre d'heures, sur l'éligibilité des projets. On rappellera quand même, et j'aurais dû commencer par là, qu'en matière de crédit d'impôt recherche, l'administration fiscale dispose d'un délai général de reprise qui expire à la fin de la 3e année qui suit la date de dépôt de la déclaration. C'est l'article L172G du livre des procédures fiscales. Pour prendre un exemple très concret, au 31 décembre 2021, l'administration fiscale pourra rectifier les déclarations de CIR de l'année 2017 déposées en 2018. Vous savez qu'on a eu une 2e interruption de prescription cette année avec les délais allongés dans le cadre de la pandémie, puisque le CIR 2016 a pu être examiné jusqu'au 14 juin dernier. Alors,
Pour relativiser ce propos tout de même, sachez, et ça nous amène également au contrôle sur pièces, qu'en matière d'examen de demande de remboursement de créances de crédit impôt recherche pour les entreprises qui ne sont pas en mesure d'imputer immédiatement leur CIR sur l'IS ou d'en demander le remboursement immédiat, tels que des PME communautaires, pour les entreprises donc qui ne demandent le remboursement de leurs créances de CIR qu'elles n'ont pas imputées, l'administration fiscale peut redresser en dehors du délai général de reprise. C'est du moins ce qu'a indiqué le Conseil d'État dans l'affaire Sodico dans une décision du 6 novembre 2019. Alors, qu'est-ce qui se passe après dans le cadre de cet échange avec l'administration fiscale? Le contribuable va répondre dans un délai généralement de 30 jours qui peut être prorogé. Et puis, si ces informations satisfont l'administration fiscale, elle va classer le dossier. Si au contraire, elles ne la satisfont pas, elle va soit transmettre le dossier aux messeries, soit estimer qu'elle a les éléments suffisants pour soit rectifier, donc adresser une proposition de rectification, soit déclencher une vérification de comptabilité pour obtenir des informations complémentaires dans le cadre d'un contrôle sur place. Alors, l'arbre qui vous est indiqué, qui vous est mentionné ici sur le slide, vous indique comment peut se combiner l'intervention du MESRI avec l'intervention de l'administration fiscale. Puisqu'en effet, on a un contrôle bicéphale en matière de crédit impôt recherche. Souvent, l'administration fiscale n'est pas nécessairement compétente pour juger de l'éligibilité des projets, même si elle peut faire appel à des experts internes, tels que notamment ce qu'on appelle les BVCistes, les initiés reconnaîtront les leurs. Les BVCistes, ce sont des inspecteurs spécialisés des brigades de vérification des comptabilités informatisées qui souvent, en matière de contrôle de crédit impôt recherche, s'estiment compétents dans les domaines de l'informatique, de l'ingénierie et assistent au quotidien dans ces domaines les vérificateurs dits généraux. Marianne vous en parlera dans quelques minutes. Alors, les agents du MESRI eux-mêmes peuvent demander des renseignements à la société lorsqu'ils ont été saisis par l'administration fiscale. Donc, classiquement, demande d'informations ou demande d'éléments justificatifs sur des dépenses de personnel, sur l'éligibilité de projet, et l'entreprise répond. Elle a un délai de 30 jours qui peut être prorogé de 30 jours complémentaires. Le MESRI peut envoyer une demande d'information complémentaire et une seconde demande d'information. Et là, s'il y a une seconde demande d'information, les dispositions codifiées à l'article R45B du livre des procédures fiscales prévoient que le contribuable peut demander un entretien avec les experts du MESRI. Et si cet entretien ne lui est pas accordé, il faut savoir que le Conseil d'État, très récemment, dans une affaire Zumici du 3 février 2021, a considéré que c'était un vice substantiel de nature à entacher l'irrégularité de la procédure et donc la décharge des impositions mises en œuvre par l'administration fiscale sans que cette garantie n'ait été respectée. Quand on arrive au bout de cette procédure, les agents du MESRI vont envoyer à l'administration fiscale leur avis sur l'éligibilité, par exemple, des projets, puisqu'en effet, seule l'administration fiscale, et c'est important, est habilitée à émettre une proposition de rectification à l'endroit, ou à l'encontre, on dira plutôt, du contribuable. La procédure d'imposition est suivie seulement entre l'administration fiscale et l'entreprise vérifiée. Marianne, maintenant, vous allez évoquer la vérification de comptabilité que tout le monde connaît, celle sur place, en fait. Merci. Alors effectivement, à côté du contrôle sur pièce, on va retrouver donc cette vérification générale de comptabilité, contrôle sur place, ce contrôle va aussi répondre à différentes étapes. Pour la plupart de ces étapes, on a quand même des délais à respecter. Alors c'est surtout le contribuable qui va devoir les respecter, on va le voir. Comment est-ce qu'un contrôle sur place débute? Tout simplement par la réception d'un avis de vérification de comptabilité dans lequel l'inspecteur des impôts va alerter et avertir l'entreprise que le contrôle fiscal débute, quelles sont les années contrôlées. On va pouvoir identifier aussi le premier rendez-vous qui va donner lieu justement donc au début des échanges entre l'administration et l'entreprise. L'inspecteur des impôts va pouvoir se rendre dans les locaux de l'entreprise, à la différence du contrôle sur pièce. L'inspecteur va regarder un certain nombre de choses, de documents, la comptabilité. Pendant toute cette période-là, l'administration va devoir respecter ce qu'on appelle le débat oral et contradictoire, qui
S'il n'est pas respecté, pourrait entacher d'irrégularité la procédure de contrôle. C'est simplement de laisser la possibilité, si vous voulez, à la société, à l'entreprise, d'apporter des éléments de réponse à l'inspecteur des impôts. Une fois qu'on a eu ces échanges, l'inspecteur va bien souvent clôturer cette opération par une réunion de synthèse, même si ce n'est pas obligatoire, on la rencontre quand même dans la majorité des cas. Et suite à cette réunion de synthèse, le contrôleur, l'inspecteur des impôts, va envoyer à l'entreprise une proposition de rectification si l'inspecteur a identifié des erreurs, des omissions et qu'il une fois que l'entreprise aura reçu cette proposition de rectification, si elle souhaite contester les redressements prévus, elle aura 30 jours prorogeables de 30 jours sur demande expresse de sa part. Donc, elle pourra envoyer ses observations. Une fois que l'administration aura reçu les observations du contribuable, elle devra y répondre. Alors, elle n'aura pas de délai imparti pour répondre à ces observations, sauf dans le cas des toutes petites entreprises, pour éviter que le contrôle ne s'étende trop dans la durée et finalement soit difficile pour l'entreprise. Mais sinon, l'administration n'a pas de délai imparti, si ce n'est qu'il faut qu'elle réponde quand même aux observations du contribuable. Si le litige persiste et que les propositions de rectification, toute ou partie d'ailleurs des rectifications, sont maintenues, l'entreprise pourra à ce moment-là, donc dès la réception de la réponse aux observations du contribuable, l'entreprise pourra demander la saisine du comité consultatif dans les 30 jours qui vont suivre la réception de cette réponse aux observations du contribuable. En parallèle, il y a également des recours qui sont prévus dans la charte du contribuable vérifié. C'est ce qu'on appelle les recours hiérarchiques. Et là, finalement, c'est donc l'entreprise qui aura la possibilité de solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'inspecteur qui a mené l'opération de contrôle. Et si le litige et les rectifications persistent suite à cet entretien, on pourra monter encore d'un cran. Et cette fois-ci, l'entreprise pourra obtenir un entretien en interlocution départementale ou régionale. Là encore, malheureusement, les rectifications peuvent perdurer. Et à ce stade, une fois que les recours hiérarchiques auront été épuisés, l'administration enverra alors donc un avis de mise en recouvrement à l'entreprise, entreprise qui sera finalement sommée de payer dans les plus brefs délais les sommes redressées, sauf à souhaiter contester encore. Et alors dans ces cas-là, on passe en réclamation contentieuse et ensuite en contentieux en saisissant les juridictions administratives. Ici, il y a une possibilité qui n'est pas mentionnée parce qu'elle n'est pas strictement obligatoire et strictement prévue, mais c'est la possibilité quand même de faire appel au médiateur des entreprises qui, lui, donc c'est une instance qui va pouvoir, dans le cas d'un différend ou d'un litige existant entre un contribuable et l'administration, il pourra essayer de trouver des solutions. Notamment sur le sujet du crédit d'impôt recherche, si le médiateur s'estime compétent sur le sujet pour lequel il est sollicité. Une fois qu'on a vu donc, ce contrôle sur pièce et ce contrôle sur place, on a un troisième type de contrôle qui existe, c'est l'examen de comptabilité, et Eric reprend la main. Oui, alors l'examen de comptabilité, il ne s'agit pas de passer un examen pour devenir expert comptable. En fait, l'examen de comptabilité, c'est un moyen supplémentaire dont dispose l'administration fiscale depuis quelques années, c'est assez récent. Au départ, l'objectif du législateur, c'était de faire en sorte que finalement, beaucoup de contrôles fiscaux ne nécessitent pas nécessairement une présence sur place. Il n'y a pas beaucoup de rectifications, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc, on se dit que finalement, ça peut être fait à distance sans mobiliser l'administration fiscale et le contribuable plus que cela. Et c'était surtout à destination finalement des petites entreprises. On se rend compte qu'au fur et à mesure, et peut-être aussi est-ce un effet de la pandémie, l'administration fiscale utilise de plus en plus l'examen de comptabilité à distance pour des contrôles ciblés sur des points particuliers et pour lesquels elle estime qu'elle peut réaliser son contrôle sur la base des documents justificatifs que va lui adresser l'entreprise, notamment les déposant sur un site sécurisé qui s'appelle Escale, qui est un site de l'administration fiscale que sans doute certains d'entre vous connaissent. Alors, en matière de crédit impôt recherche, on a par exemple un développement de l'examen de comptabilité à distance de plus en plus important lorsque l'administration vérifie une certaine période
Et puis, il y a le crédit d'impôt recherche de l'année suivante qui n'est pas soumise à vérification, qui fait l'objet d'un examen, d'un avis d'examen de comptabilité à distance. Alors, le contribuable bénéficie quand même de garanties, et notamment de la plupart des garanties applicables en matière de vérification de comptabilité, comme vient de l'indiquer Marianne, avec la possibilité de solliciter des recours, et on peut même échanger téléphoniquement. Bien entendu, ce ne sont pas que des échanges par voie électronique, mais en tout cas, on note un regain certain de ce type de contrôle à distance en ce qui concerne le crédit impôt recherche, spécifiquement avec des demandes de pièces justificatives, notamment sur l'éligibilité des projets et les dépenses de personnel. Alors, une fois qu'on a examiné ces différents moyens de contrôle, ça nous amène précisément, Marianne, à quels sont les principaux types de rectification en matière de crédit impôt recherche. Oui, merci Eric. Alors, on en a identifié 3. Je fais un peu de teasing. On aura l'éligibilité des projets, les dépenses de personnel et puis les dépenses de sous-traitance. Le premier gros bloc, c'est l'éligibilité des projets. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'on a observé ces derniers temps qu'il y avait un nombre assez important de demandes d'informations et de contrôles qui avaient rejeté tout ou partie des crédits d'impôt recherche déclarés sur des motifs d'éligibilité scientifique et finalement sur une mauvaise justification en fait des projets déclarés. Ici, on observe, et ça c'est assez marqué, qu'aussi bien l'administration que le ministère de la Recherche, ils ont durci leur position sur ce sujet de l'éligibilité scientifique, d'où encore une fois ici la nécessité vraiment de démontrer un lien fort entre l'activité exercée, réalisée par l'entreprise et l'ensemble de la documentation justificative à fournir pour défendre aussi bien l'éligibilité que les dépenses associées par tout moyen de preuve, donc par tous les livrables nécessaires. Si on rentre un tout petit peu dans le détail de l'éligibilité et de ce sujet-là, l'éligibilité scientifique, on va même plus loin aujourd'hui parce qu'on identifie que l'administration et le ministère ne s'attardent plus seulement à juger qu'un projet est éligible dans sa globalité, mais ils vont aller voir par phase si l'entreprise est bien capable de démontrer qu'elle a fait l'effort déjà dans un premier temps d'identifier les phases éligibles de celles qui ne le sont pas dans le cadre du projet et de pouvoir justifier pour chacune de ces phases qu'elles répondent bien aux 5 critères d'éligibilité qu'on connaît et qui sont issus du manuel de Frascati, en s'attardant encore une fois vraiment à aller dans le détail et non plus encore une fois à prendre l'opération dans sa globalité. Ce sujet-là, il est renforcé, on l'a observé par la mise à jour de la doctrine administrative qui a eu lieu en juillet dernier, dans laquelle l'administration a rappelé les 5 critères d'éligibilité et on a aussi observé que l'administration était venue apporter des précisions sur l'état de l'art, la partie état de l'art, pour renforcer encore une fois cette nécessité d'arriver à justifier que le projet que j'engage, il est bien en rupture avec l'état des connaissances qui étaient accessibles et que je réponds bien à ce critère et qu'en l'état, les connaissances ne me permettaient pas de répondre à mes problématiques, de lever mes verrous. Encore une fois, ces critères-là à apprécier sur chaque phase du projet et plus dans sa globalité. Pour répondre au plus près au formalisme attendu du coup par l'administration et par le ministère de la Recherche sur la pierre angulaire de la justification technique, ça va être le dossier technique, les synthèses justificatives. Finalement, là, on encourage vraiment tous nos clients qui déclarent du crédit d'impôt recherche à suivre la trame qui est prévue par le guide du ministère de la Recherche. Donc, c'est la trame qui est prévue depuis 2018. Elle n'a pas été modifiée depuis. Même si, je vous le rappelle, on le sait, le guide du ministère de la Recherche, il n'a pas de valeur réglementaire. Pour autant, on le voit dans la pratique, l'administration l'utilise vraiment, se base sur ce qui est dit à l'intérieur de ce guide et notamment elle attend finalement quand on a un dossier technique à lui présenter, elle attend à ce que ce dossier technique réponde à l'ensemble de ces parties pour mettre en avant encore une fois l'éligibilité des 5 critères attendus. Encore une fois, le discours ici, c'est soyez vigilants à l'ensemble de votre justification et notamment sur l'éligibilité technique
par phase pour l'ensemble de vos projets et derrière des dépenses associées. Une fois qu'on a parlé de ce premier bloc, le deuxième, je voulais évoquer rapidement, ce sont les dépenses de personnel, gros postes de dépenses, très challengés également par l'administration. Eric, je vous laisse la main. Oui, Marianne, d'autant que les dépenses de personnel représentent statistiquement environ 65 à 70% de l'assiette des dépenses du crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche lui-même représentant une dépense fiscale pour l'État de près de 7 milliards d'euros si on inclut 300 millions de crédit impôt innovation. Donc, vous voyez, c'est un poste très surveillé effectivement par l'administration fiscale. Alors, les redressements tournent autour de 4 points. On s'attardera un peu plus sur les deux premiers. La qualification des personnels éligibles, la ventilation entre les temps consacrés au projet de R&D et au management et à la formation, la justification des temps passés et la notion de cotisation sociale obligatoire à prendre en compte. Alors sur ce dernier point, peut-être, juste une précision. Aujourd'hui, on a quand même, Marianne, un terrain relativement balisé puisqu'on a eu bon nombre de décisions de jurisprudence sur ce point qui nous permettent de séparer le bon grain de l'ivraie et de savoir quelles sont les dépenses associées, c'est-à-dire les charges sociales, les cotisations sociales obligatoires qui sont à prendre en compte dans l'assiette du CIR, indépendamment des traitements et salaires eux-mêmes. Et en dernier lieu, le Conseil d'État, dans une affaire Publicis Group du 19 mai 2021, a levé une incertitude qui inquiétait toute la place, c'était de savoir si les contributions qui avaient été instituées, la CET, en fait, qui avait été instituée pour financer notamment les régimes de prévoyance et de retraite des cadres, rentraient bien dans l'assiette des dépenses éligibles et le Conseil d'État a apporté une réponse positive. On peut supposer, bien que jusqu'à présent l'administration fiscale n'ait pas pris position sur ce point, que la contribution de l'équilibre technique qui s'est substituée au 1er janvier 2019 à ces contributions peut rentrer aussi dans l'assiette des dépenses à prendre en compte. C'est du moins l'analyse qu'on a menée et on espère qu'elle sera partagée par l'administration fiscale et la jurisprudence si des contentieux sont initiés sur ce point. Alors revenons peut-être sur la qualification des personnels éligibles, parce que ça c'est effectivement un sujet de discussion récurrent avec l'administration fiscale, et laquelle s'attend à ce que l'entreprise puisse lui donner tous les diplômes, les CV, les contrats, les fiches de poste, permettant de justifier que des personnels sont bien éligibles au CIR, et notamment qui sont affectés à des opérations de R&D et qui ont les diplômes nécessaires. Alors, on a un contentieux ancien très important sur ce qu'on appelle, ce n'est pas péjoratif, le personnel de soutien, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont affectées à des opérations de R&D, sans nul doute, mais qui n'ont pas la qualification de chercheur ou d'ingénieur, mais qui sont indispensables aux opérations de R&D. L'administration fiscale s'opposait à la prise en compte des dépenses correspondantes dans l'assiette du CIR et le Conseil d'État, dans une affaire rendue le 24 février 2021, société Nurun, je ne sais pas comment on dit à chaque fois, eh bien, le Conseil d'État a considéré qu'à partir du moment où ces personnes étaient bien affectées à des opérations de R&D sous la conduite et le contrôle de chercheurs ou de techniciens de recherche qui, eux, avaient les diplômes correspondants, eh bien, les rémunérations de ces personnels pouvaient bien être incluses dans l'assiette du CIR, ce qui est évidemment une décision très importante qui a été rendue en faveur des entreprises. Un autre sujet de discussion récurrent concerne, et c'est le slide suivant, la ventilation des temps. Est-ce que vous ventilez correctement les temps affectés à la R&D ? Et là, on a un sujet notamment, alors indépendamment de l'organigramme qui vous est présenté, et effectivement, il faut bien justifier à chaque fois, parce qu'on est dans un régime de preuve objective en matière de crédit impôt recherche, donc il faut bien justifier que telle ou telle personne a passé X% de son temps sur un projet éligible. L'autre, et que ça soit contemporain surtout des opérations de R&D et pas rétroactif, ça l'administration n'aime pas, ni d'ailleurs la jurisprudence. Un autre point, c'est qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui ont la qualification de cadre et qui, en tant que cadre, nécessairement ont un rôle de formation, de management. L'administration fiscale a tendance à considérer que le 100% du temps de ces personnes ne peut pas être dédié à la recherche. Ce n'est pas possible. Ils ont une partie de leur temps qui est affectée à du management. L'administration de sa propre autorité, souvent, considère que c'est 10, 15 ou 20% du temps. Alors, là aussi, il faut être extrêmement vigilant, remplir des feuilles de temps quand c'est possible, on sait bien que ça ne l'est pas toujours, et pouvoir démontrer que si un cadre est affecté à 100% à une opération de R&D, à un projet, eh bien, il faut pouvoir le justifier par tout moyen de preuve adapté. C'est un sujet, là aussi, de débat constant avec les autorités fiscales.
Marianne, les dépenses externalisées maintenant. Oui, merci. Donc le troisième le troisième principal motif de redressement qu'on observe concerne donc le poste de dépense de la sous-traitance, qui finalement intervient en termes d'enjeux juste après les dépenses de personnel. Ici, on va rentrer dans le détail, mais on a identifié 3 problématiques qui reviennent quand même assez souvent et qui sont souvent challengées par les organes de contrôle. On va retrouver la sous-traitance en cascade, on va retrouver la position critiquable, mais elle existe quand même, qui consiste à opérer une distinction entre la sous-traitance de capacité et la sous-traitance de spécialité. Et puis, le troisième sujet qui remonte souvent, c'est aussi est-ce que je suis en capacité de démontrer que mon projet de recherche, il est bien mené par ailleurs par l'entité qui déclare, même s'il y a certaines dépenses externalisées. De manière générale, sur ce poste de dépense, on insistera vraiment sur la nécessité d'avoir, dans la mesure du possible, un contrat de R&D avec des clauses contractuelles les plus pertinentes possibles pour éviter toute discussion ou toute remise en cause de la part des organes de contrôle sur ce poste de dépense. Je vais vous faire, avant de passer dans les 3 points que je viens de vous évoquer, je vais vous rappeler les bonnes pratiques qui concernent les dépenses externalisées et finalement, comment est-ce que je m'assure qu'une dépense est éligible dans la sous-traitance. Dans un premier temps, je vais regarder si le prestataire auquel je fais appel et à qui je vais confier ma prestation, il détient ou pas l'agrément au titre du CIR. Alors, jusqu'au 31 décembre 2021, cet agrément, il va concerner seulement les organismes privés. Malheureusement, à compter du 1er janvier 2022, l'agrément va être étendu aux organismes de recherche publics. Voilà, si vous avez suivi l'actualité, vous êtes au courant. Donc, je vais dans un premier temps vérifier cette condition d'agrément et si l'organisme détient bien l'agrément pour l'année au titre de laquelle la prestation est confiée et réalisée, je vais m'attarder un petit peu plus sur les éléments justificatifs que je vais devoir produire auprès de l'administration notamment. Et ces éléments justificatifs, quels sont-ils? Je vais retrouver mon contrat avec des clauses contractuelles qui mettent en avant que j'ai bien confié tout ou partie d'une prestation, d'une opération à un prestataire éligible, qui est bien cette prestation en lien avec un projet par ailleurs qui est porté en interne par l'entreprise qui déclare. Et puis ces éléments-là, finalement, je vais pouvoir les justifier avec tout moyen de preuve. Et là, c'est la partie livrable technique. Et ces livrables techniques, ça va être le cahier des charges, les comptes rendus, l'ensemble des livrables qui vont présenter les développements en cours, la réalisation finale, etc. Et puis, pour justifier le montant que je vais retenir dans mon assiette de dépenses, quel autre justificatif que la facture à présenter? C'est celui-ci finalement qui est le meilleur. Et encore une fois, sur cette facture, la facture va devoir permettre de justifier que le montant que je valorise, que je reprends dans mon assiette de dépenses éligibles, c'est bien la contrepartie directe de la prestation réalisée par le prestataire, public ou privé, peu importe, pour répondre à la notion de dépenses nettement individualisées qui est reprise par les textes officiels. Encore une fois, je ne valorise pas seulement un montant sans savoir ce qu'il y a derrière. Je suis en capacité de justifier que ce montant-là est bien la contrepartie directe d'une prestation éligible. Une fois que je vous ai rappelé les bonnes pratiques générales, Eric va vous parler des sujets challengés par l'administration. Alors, un sujet qui a été challengé, et je parle au passé parce que la loi de finances pour 2020 a mis fin de manière importante à ces pratiques, qui étaient parfois contestables, c'est la sous-traitance qu'on appelle la sous-traitance en cascade, qui vous est résumée par le schéma qui vous est indiqué ici à l'écran. Vous avez un donneur d'ordre, donc un client privé, qui sous-traite, qui externalise une dépense auprès d'un organisme public ou le plus souvent privé agréé. Mais celui-ci, au lieu de réaliser lui-même les travaux, en confie la totalité ou une partie à un sous-traitant de rang 2, généralement qui appartient au même groupe, mais qui n'est pas agréé. Et celui-ci, le sous-traitant de rang 2, peut donc, sous certaines conditions, prendre des dépenses dans l'assiette de son
crédit impôt recherche propre. Donc, on voit qu'il y a un risque réel de double prise en compte d'une même dépense dans l'assiette du CIR, du donneur d'ordre et du sous-traitant de rang 2. Quand il lui apparaît que ces schémas sont mis en place pour obtenir du CIR de manière abusive, l'administration fiscale met en œuvre la procédure de l'abus de droit et la Cour administrative d'appel de Paris, dans une affaire ex-France, une décision rendue le 8 juillet 2021, a considéré qu'effectivement, un tel schéma était susceptible de tomber sous le coup de la procédure de l'abus de droit s'il apparaît que cette organisation a été mise en place par les sous-traitants 1 et 2, et parfois ça peut aller plus loin, pour obtenir du CIR au détriment de l'administration fiscale, alors que le donneur d'ordre lui-même peut en prendre à son niveau. Alors, depuis la loi de finances pour 2020 et les travaux externalisés à compter du 1er juillet 2020, les risques sont réduits, mais ils pèsent sur le donneur d'ordre. C'est-à-dire que si le donneur d'ordre n'a pas été vigilant dans la rédaction du cahier des charges avec le sous-traitant, c'est lui qui risque de se voir remettre en cause le CIR si le sous-traitant de rang 1 a externalisé lui-même une partie des dépenses à un sous-traitant de rang 2. Donc, il convient de veiller au bon respect des dispositions contractuelles, de telle sorte que quand vous êtes côté donneur d'ordre, client privé, vous puissiez bien déclencher du crédit d'impôt recherche sur des dépenses externalisées. C'était le premier point. Le second point concerne là aussi un sujet récurrent qui est toujours du point de vue du client privé donneur d'ordre, la possibilité de prendre en compte dans l'assiette de son CIR des dépenses qui sont externalisées lorsqu'on a des prestations en régie, par exemple, qui sont confiées à un sous-traitant. En effet, l'administration fiscale, qui suit en cela la doctrine du MESRI, considère que lorsqu'on est face à une sous-traitance dite de spécialité, c'est-à-dire qu'un donneur d'ordre confie une brique de recherche à un prestataire agréé parce qu'il ne dispose pas en interne des compétences nécessaires, eh bien, cette dépense peut être prise en compte dans l'assiette du CIR du donneur d'ordre. C'est la solution qu'a retenue le Conseil d'État dans l'affaire FNAMS et qu'a reprise à son compte l'administration dans sa doctrine récente qu'évoquait Marianne de juillet dernier, lorsqu'effectivement, bien que ne constituant pas une opération de R&D autonome, la dépense externalisée par le donneur d'ordre était nécessaire au projet de recherche qu'il menait en interne. Par contre, lorsque le donneur d'ordre dispose des compétences en interne, il a les chercheurs et les ingénieurs qu'il faut, mais qu'il néanmoins, il confie une dépense externalisée alors qu'il aurait pu la faire en interne par ces personnes, eh bien, curieusement, l'administration fiscale et le MESRI s'opposent à la prise en compte d'une telle dépense. Cette position nous semble ajoutée à la loi fiscale, d'autant qu'elle peut pénaliser des donneurs d'ordre qui sont des petites entreprises qui n'ont pas les moyens nécessaires, suffisants, et aussi même des grandes entreprises, si les ingénieurs sont affectés à d'autres tâches, tout simplement, et ne peuvent pas être affectés à un autre projet de R&D. Dans une décision récente que nous avons obtenue auprès du tribunal administratif de Montreuil, celui-ci a considéré, c'est le slide suivant, que, en effet, la circonstance que les travaux de R&D externalisés ne constituent pas en eux-mêmes des opérations de R&D individualisées qui nécessitent une compétence non disponible dans l'entreprise et sans incidence sur le fait qu'ils sont indispensables à la réalisation des projets de R&D éligibles, ça c'est la reprise de l'arrêt FNAMS, de même que la société, et ceci alors même que la société requérante pouvait exécuter ces travaux avec ses propres moyens, ce qui condamne explicitement la position du MESRI et de l'administration fiscale sur la limitation de la sous-traitance à la seule sous-traitance dite de spécialité. Donc cette décision est importante, elle n'a pas fait l'objet d'un appel par l'administration fiscale, le délai est aujourd'hui expiré, alors peut-être pour des raisons tactiques, hein, on le verra bien. Voilà donc un petit panorama des principaux sujets de rectification. Il y en aurait d'autres, mais je pense qu'à ce stade, Delphine, on va laisser un peu de place aux questions. Alors, avant, je voudrais quand même vous dire que vous retrouverez toutes les informations dans le guide du crédit impôt recherche, décrypter et maîtriser le contrôle fiscal en 7 points, qui est disponible sur notre site internet, bien évidemment. Alors, on va commencer par une première question. Si Marianne, voilà, formidable, merci beaucoup. La première question, je pense que c'est comment s'articulent les rôles entre l'administration fiscale et les experts du MESRI. Peut-être, Eric, vous pourriez y répondre? Oui, alors comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un contrôle le plus souvent bicéphale parce que on est face à une particularité, c'est que l'administration fiscale, le plus souvent, n'est pas capable de contrôler l'éligibilité simplement des projets. Il faut avoir des compétences d'ingénieur que n'en disposent pas les fiscalistes ou les inspecteurs des impôts.
C'est vrai que pour les entreprises, c'est assez perturbant parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, quel est le rôle de chacun. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est l'administration fiscale, vis-à-vis de l'administration fiscale, qui est suivie la procédure de contrôle. Mais par contre, celle-ci peut s'accompagner d'experts du MESRI, dont on a vu tout à l'heure que depuis 2013, leur rôle est quand même plus encadré qu'auparavant. Donc, il y a une répartition des tâches aux agents du MESRI ou aux experts du MESRI, désignés par le MESRI, la compétence technique sur l'éligibilité des projets, à l'administration fiscale de faire sienne ou pas l'analyse du MESRI, même si en pratique, elle suit cette analyse, mais en vertu de la jurisprudence, elle n'est pas tenue de suivre cette analyse, elle n'est pas liée par l'avis des experts du MESRI. Mais en revanche, lorsqu'elle estime que l'avis du MESRI est de nature à justifier ou asseoir une partie des rectifications, elle doit communiquer le rapport aux contribuables et elle doit en citer en tout cas les extraits dans sa proposition de rectification. Merci Eric pour cette réponse très complète. J'ai une seconde question qui vient d'arriver et c'est la suivante. Quels sont les recours possibles en cas de redressement de l'administration fiscale dans le cas où elle n'aurait pas fait appel aux expertises du MESRI? Pardon, j'espère que tu as compris Marianne, parce que Oui, alors je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure dans le cadre du contrôle, la vérification générale de comptabilité. L'entreprise a la possibilité de faire appel au médiateur des entreprises, qui est une instance qui va pouvoir finalement, si elle s'estime compétente, hein, c'est toujours pareil, mais qui va pouvoir inciter l'administration à faire appel à un expert du ministère de la Recherche pour juger de l'éligibilité scientifique d'un projet. On peut retrouver aussi cette possibilité-là lorsque l'administration a déjà une expertise d'un expert du ministère de la Recherche et que la société demande une seconde expertise. Dans le cas où l'administration refuserait, par exemple, cette seconde expertise, on pourrait imaginer aussi faire appel au médiateur des entreprises pour essayer de solliciter un deuxième avis d'expert. C'est des choses pour lesquelles le médiateur se rend quand même compétent, ces sujets-là. Alors, ce qu'on peut peut-être préciser, Marianne, c'est que lorsque le contribuable a saisi le comité consultatif du crédit impôt recherche, on constate que maintenant le médiateur des entreprises s'oppose à une seconde nomination, puisque siège au sein du comité consultatif des experts précisément du MESRI. Alors, j'en profite pour vous indiquer, parce qu'on ne l'a pas indiqué lors du webinaire, que le 17 novembre dernier, sur la base BOFIP, on a une modification importante qui a été apportée par l'administration fiscale sur la saisine du comité consultatif, puisqu'en effet, on a maintenant un document de synthèse qui doit être rempli par la société qui entend saisir le comité consultatif sur les projets et le pourquoi du comment. Et ce document de synthèse qui figure sur le site de l'administration, donc de BOFIP, eh bien, doit être adressé dans les 60 jours de la demande de la saisine. C'est juste cet aparté, pardon Delphine. Mais il y a pas de problème, au contraire. Merci Eric et Marianne. Alors j'ai une question qui concerne le canevas du MESRI, du guide du MESRI de 2018. Quel est le nombre de pages attendues dans un dossier? Est-ce que c'est en fonction du montant? Quelqu'un pourrait prendre cette question? Oui, je peux prendre. Alors, il n'y a pas de nombre de pages à respecter. L'administration et le ministère vont pas regarder, enfin vont pas juger de l'éligibilité sur cet aspect-là. Pour autant, on se rend bien compte que effectivement, plus un projet va nécessiter un nombre d'heures important, plus il y aura forcément une description de travaux importante associée pour justifier ce nombre d'heures. Après, à partir du moment où on répond bien à l'ensemble des critères et puis l'ensemble des parties qui constituent la trame, on ne regarde pas le nombre, encore une fois, on ne regarde pas le nombre de pages associées. Faites toutefois peut-être attention quand même à ne pas produire des dossiers trop volumineux non plus, parce qu'on aurait tendance à perdre de l'information plus on en met et finalement moins on est pertinent peut-être pour mettre en avant les points importants que l'administration et que le ministère de la Recherche souhaitent voir apparaître dans ces dossiers-là. Merci Marianne. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Alors
c'est une partie sur les subventions. La partie non financée dans le cadre d'une subvention peut-elle être intégrée dans un CIR si les travaux sont éligibles? Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. En fait, en réalité, lorsque les subventions sont destinées à financer des travaux de R&D, vous savez qu'on doit diminuer l'assiette du CIR du montant des subventions en question. Donc, si effectivement vous avez des dépenses éligibles de 100 et que la subvention est de 60, mécaniquement, vous allez avoir une assiette de CIR de 40. Enfin, je ne sais pas, Marianne, si j'ai correctement répondu. Alors après, il y a des subtilités sur les subventions, les avances remboursables, etc. Mais on rentrerait dans peut-être un peu trop de détails, mais sur Mais le principe. peut-être que la personne qui a posé cette question peut rentrer en contact soit avec Marianne ou avec Maître Quentin pour explorer le sujet davantage. Oui. Ok. J'ai une autre question. Bonjour. Si nous sommes sous-traitants agréés CIR, mais que les travaux que nous avons, qui nous sont sous-traités dépassent le devis annoncé, peut-on déclarer ce dépassement dans notre CIR? Alors, là-dessus, le Conseil d'État, dans l'affaire Lunalogique, a été très clair. À partir du moment où ce qui est sous-traité, ce sont des dépenses de R&D, eh bien, seul le donneur d'ordre est habilité à prendre en compte ces dépenses dans l'assiette de son CIR, même si, effectivement, ça dépasse le plafond. Bon, ça, c'est un sujet, mais malheureusement, il n'y a pas de flexibilité là-dessus. En revanche, si les dépenses sous-traitées ne sont pas des dépenses de R&D, mais des prestations d'ingénierie classiques, à l'occasion desquelles le prestataire privé agréé développe une opération de R&D pour son bénéfice, pour son compte, alors là, oui, il peut déclarer les dépenses dans l'assiette de son CIR et pas le donneur d'ordre. Et ce vient d'être confirmé une nouvelle fois par une décision Soprasteria Group du Conseil d'État du 18 juin 2021, sous certaines conditions à respecter, mais sur le principe, il y a lieu de distinguer qu'est-ce qui est sous-traité ou externalisé. Est-ce que c'est de la dépense de R&D? Dans ces cas-là, seul le donneur d'ordre pour la prendre en compte dans l'assiette de son CIR, ou est-ce que c'est d'une prestation d'ingénierie et à l'occasion de laquelle le prestataire privé agréé mène une opération de R&D? Dans ces cas-là, celui-ci peut, sous certaines conditions, la prendre en compte dans l'assiette de son CIR. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vais donc vous remercier pour toute la clarté de vos propos et tout le contenu très intéressant que vous avez nous avez expliqué. Vous pouvez également charger, bien évidemment, notre livre blanc coécrit avec Hoche Avocat. Et maintenant, je passe juste à la dernière slide dans lequel vous retrouvez les informations. Si vous avez des questions supplémentaires, Marie. Enfin, moi, j'ai été ravie d'animer ce webinaire avec vous, Eric. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions qui nécessiteraient une réflexion un petit peu plus poussée à revenir vers nous, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, très bonne journée. Ah, on a récupéré Delphine. Oui, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Un petit souci de connexion. C'est la dernière. Tout à fait. Donc, vous pouvez nous retrouver dans finance-innovation@eming.com. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt en ligne. Merci. Au revoir. Merci, bonne fête de fin d'année. Merci également.